Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'écho responsable sur Public Sénat. Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 26e édition. Public Sénat, bien sûr, est partenaire de cet événement économique incontournable. Votre invité, Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Public Sénat. La CGT demande l'arrêt du travail physique. Ne vous évanouissez pas au-delà de 28 degrés. Pour Sophie Binet, la France ne protège pas assez les travailleurs en extérieur des périodes de forte chaleur. Est-ce que vous en pensez quoi? Elle veut un chômage partiel indemnisé à 100%. Vous dites pourquoi pas, vous dites non? Non, il y a des mesures qui ont été complétées et précisées par un décret de mai 2025 prenant en compte ces situations caniculaires. Nous, on est très attentifs à ce que ce décret soit respecté, mais de là à mettre en place un système de chômage partiel, non, on ne le pense pas. Bon. Après avoir, il faut qu'on parle de la croissance française, après avoir abaissé sa prévision de croissance, il se trouve que le gouvernement de la Banque de France aujourd'hui estime qu'un scénario positif est désormais possible, notamment parce que le pétrole a rebaissé. Vous y croyez ou pas? Alors, on a été franchement très agréablement surpris par la baisse de l'inflation. Ce serait pas mal si la BCE en tirait les conséquences. C'est passé de 2,4% à 1,8%. Très rapidement. Au mois de juin. On espère que lors de sa prochaine réunion, la BCE en tirera les conséquences, c'est-à-dire revienne sur l'augmentation des taux de base qu'elle a décidé il y a 15 jours. Ça n'enlève rien aux menaces beaucoup plus structurelles qui pèsent sur notre économie. Je fais évidemment référence à l'offensive systématique des Chinois sur un nombre croissant de nos secteurs d'activité, dont des secteurs très technologiques, et puis l'attitude des Américains qui est assez erratique, mais qui crée de l'aléa par voie de conséquence. Donc on est très très mesuré quant à un rétablissement de la croissance française qui, quoi qu'il advienne, ne sera pas suffisante. Oui, et en même temps, la croissance de 2023 et de 2024 vient d'être sensiblement révisée à la hausse par l'INSEE, portée notamment par quoi? Par l'investissement des entreprises. Tiens, et si l'économie française, finalement, elle est mieux qu'on ne le pense et qu'on ne le croit? 1,9% de croissance en 2023, 1,4% en 2024. Oui, alors moi, et si c'était moins pire que ce qu'on aime à dire? Oui, alors chacun a sa grille de lecture, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Nous, on est, dévorés par l'ambition et on regarde surtout ce qui se passe chez nos plus grands concurrents, ceux que je viens d'évoquer, les États-Unis, la Chine. Et on est par-dessus tout préoccupé par un décrochage de la France en termes de pouvoir d'achat, alors que c'est de manière chronique, systématique, dans toutes les enquêtes d'opinion, la principale préoccupation de nos concitoyens. Donc il faut qu'on sache répondre à cette préoccupation qui est légitime. Je rappelle que dans les années 60, il fallait 16 ans pour doubler son pouvoir d'achat. Dorénavant, il faut 106 ans. C'est ce qu'on a établi dans un document de référence qu'on vient de produire, carte sur table. Donc, comment dire les choses, on ne peut pas se satisfaire de peu. Et donc il faut que le travail paie mieux. Et pour ça, au MEDEF, vous soutenez l'idée d'une baisse de cotisation de 10 milliards d'euros, qui donnerait 300 euros par an en plus pour un salarié qui est au SMIC, 650 euros pour un salarié qui est à 4 000 euros, sauf que vous financez, enfin pas sauf, mais il y a une contrepartie, il faut augmenter la TVA de 2 points, demander un effort aux retraités. Et je me dis qu'une TVA sociale en pleine remontée de l'inflation, même si elle se calme un petit peu, on se dit que ça va créer à la fois des tensions avec les partenaires sociaux, ça va provoquer une levée de bouclier, et on a du mal à croire que le Parlement, l'État, voterait pour ça. Non, je n'y crois pas. D'abord, je voudrais rappeler que la TVA sociale, ça existe déjà. Il y a déjà 50 milliards d'euros de notre sécurité sociale qui sont payés par la TVA. Sur les 250 milliards de recettes fiscales de TVA. 220 milliards, j'ai plus le chiffre en tête. Et 130 milliards payés par la CSG. Premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut prendre acte, et il me semble que l'opinion publique progressivement s'en rend compte que nos systèmes, que nos régimes sociaux sont totalement à bout de souffle, qu'ils pèsent trop sur le travail, je veux dire sur les entreprises et sur les salariés. Et donc la proposition que l'on a faite, qui effectivement conduirait à rehausser d'un peu plus de 2 points d'ailleurs le taux de TVA normal, d'abord n'affecterait pas le pouvoir d'achat des ménages modestes. C'est 50% de dépenses sur le logement, il n'y a pas de TVA. Le reste sur des dépenses alimentaires qui sont au taux de TVA réduit. Mais surtout, ça permettrait à l'État d'économiser 35 milliards d'euros par an, notre proposition, 35 milliards d'euros par an. Ça permettrait de revaloriser les salaires nets de 10 milliards d'euros et à la fin des fins, aux entreprises de regagner un petit peu en compétitivité et en marge de manœuvre pour revaloriser les salaires, puisqu'elles dégageraient 16 milliards d'euros. Mais certains vous diront que pour que le travail paye mieux, il n'y a qu'à augmenter les salaires.
bien sûr. Et d'ailleurs, on voit bien que les entreprises françaises se portent remarquablement bien. Je fais référence évidemment au nombre de faillites que l'on observe. Je fais référence au resserrement des taux de marge. Je fais référence à notre balance commerciale qui est chroniquement déficitaire. Aucune entreprise dans aucun secteur n'a les moyens d'augmenter ses salariés. Il y a 90 000 accords salariaux qui ont été signés l'année dernière dans les entreprises. Donc le dialogue social en entreprise, ça marche. Et je crois que nos salariés, probablement plus qu'un certain nombre de responsables politiques, peut-être de responsables syndicaux interprofessionnels, sont parfaitement conscients de la dureté des temps et de la nécessité pour nos entreprises d'investir, d'améliorer leur compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers. Donc moi, je ne veux pas me laisser embarquer dans ces débats qui sont un peu hors sol. On rêve de pouvoir augmenter les salaires, mais encore faut-il que ce soit de manière robuste et sans mettre en péril les entreprises et donc les emplois. Le gouvernement qui plancherait sur le retour de la prime Macron, est-ce que vous y êtes favorable? Parce qu'elle existe toujours, mais beaucoup d'exonérations fiscales ont été un petit peu rabotées, c'est ça, non? Oui, mais ça c'est maladif de la part de l'État français. Un dispositif marche bien, on le remet en cause pour aller chercher des recettes de poche, faire les fonds de tiroir. C'est vrai pour l'apprentissage sur un autre registre. Ça ne répond pas à la question principale. Nous, on est vraiment très, très, très soucieux de restaurer les fondamentaux de l'économie française pour redonner à notre économie, donc à notre pays, une puissance qu'il est capable d'avoir ou de recouvrer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut remettre de l'ordre dans les finances publiques. Voilà, ne pas inverser l'ordre des facteurs, parce que sinon on fait de la cosmétique, on fait du court-termisme, ce sont des feux de paille. Donc oui, restaurons la prime Macron dans sa pureté cristalline originelle, c'est-à-dire sans charge, sans impôt, mais c'est pas ça la réponse, j'allais dire, systémique au sujet. Autre question importante, Patrick Martin, les faillites qui n'ont jamais été aussi nombreuses, ont un délai de paiement qui sont plus hauts depuis 12 ans. On prend au sérieux, ce sont des signaux d'alerte aujourd'hui? Bien sûr que ce sont des signaux d'alerte. Et j'ajoute un point, c'est qu'il y a un nombre de dossiers qui augmente, mais c'est surtout une taille d'entreprise, un effectif par entreprise qui augmente dans un nombre croissant de secteurs d'activité, dont dorénavant l'industrie. Donc pas seulement des petites entreprises, mais de plus en plus des ETI ou des plus grandes entreprises. Et on est aux premières loges pour le mesurer, parce que je rappelle que ce sont les entreprises qui prennent en charge les salaires des salariés, par définition des entreprises en procédure collective, avec le régime AGS qu'on finance intégralement. Donc on est parfaitement conscient de la dangerosité de cette situation. Enfin, si on avait besoin, ou si on avait le moindre doute quant à la fragilité de la situation économique, ça serait un sérieux rappel à l'ordre. Moi, mon désespoir, c'est que le débat public, le débat politique ne prend pas suffisamment en compte cette situation, ne prend pas suffisamment en compte la rudesse de la compétition internationale. Et on est en train de tourner en rond sur des enjeux court-termistes, sur des enjeux étriqués, alors que nous, on veut redonner au pays, à la jeunesse en particulier, un espoir. Ouais. Est-ce que disent les adhérents en termes de, je sais pas, d'activité, de carnet de commandes? Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que les marges, elles sont fragilisées par le retour de l'inflation? Alors notamment, il y a des disparités sectorielles très fortes. On se porte bien d'avoir un secteur aéronautique, un secteur de la défense, un secteur de l'énergie qui sont en plein boom. Mais hormis ces trois secteurs, la plupart des autres se trouvent en difficulté, voire en grande difficulté. Par exemple, la relance qu'on appelait de nos voeux du logement, de la construction, n'arrive toujours pas. Donc il y a une inquiétude. Ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on regarde les enquêtes d'opinion auprès des dirigeants, cette inquiétude, elle tient pour une partie minoritaire à la situation internationale et essentiellement à la situation politique française. D'où notre appel insistant à nos responsables politiques, quels qu'ils soient, à ce qu'ils se ressaisissent et à ce qu'ils lèvent le nez du guidon au-delà de la seule échéance présidentielle de 2027. Vous sentez ou pas des signes de découragement chez certains de vos adhérents? Il y a vraiment des chefs d'entreprise qui disent ben voilà, je lève le pied, j'embauche plus, j'investis plus, je vends ma boîte. C'est sporadique ou vraiment il y a quelque chose? Alors, le sentiment dominant, c'est de l'incompréhension au regard de tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une forme de déconnexion du débat politique au regard de la réalité, en tout cas telle qu'on l'aperçoit. Ensuite, il y a progressivement une réaction de colère, pour la même raison, en disant mais ils sont vraiment à côté de la plaque. Et enfin, c'est nouveau, c'est récent, c'est minoritaire, mais ça monte, un sentiment de découragement. À quoi le mesure-t-on? Moi, je le vois à travers les réactions, les commentaires d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises familiales
qui disent « je ne vais pas transmettre mon entreprise », qui est l'œuvre de leur vie. Je ne vais pas transmettre mon entreprise à mes enfants parce que ça ne serait pas un cadeau à leur faire. Ou au contraire, des enfants qui disent « je ne veux surtout pas récupérer l'entreprise de mes parents parce que je vois le lot d'emmerdement que chaque jour un peu plus ils ont à gérer ». Tout ça est quand même à prendre en compte, surtout quand on se rappelle qu'on a une démographie patronale qui est assez inquiétante. 500 000 entreprises qui devront changer de main d'ici 2035. Ouais, après, est-ce que il y a des signes de découragement, évidemment. Après, quand on voit le gouvernement qui confirme le gel des allègements de charges, malgré la hausse de 2,4% du SMIC, c'était début juin, un surcoût de 2 milliards d'euros pour les entreprises, vous n'êtes pas content quand vous voyez ça? Oui, mais c'est pas un mouvement d'humeur, c'est simplement si je puis dire, parce qu'on considère que ça va complètement à contresens de ce qu'il faudrait faire. Depuis la dissolution, la politique dite de l'offre est systématiquement détricotée, même si c'est inavoué. Il y a eu depuis 2024. Oui, il y a eu la suspension de la réforme des retraites, qui est une folie pour les salariés et les retraités au premier chef. Il y a eu un recul sur la réforme de l'assurance chômage, il y a eu ce rabotage des allègements de charges, et un certain nombre de dispositions qui se profilent et qui d'ailleurs vont amplifier d'autres qui ont déjà été prises, par exemple de transférer aux complémentaires santé un certain nombre de dépenses d'assurance maladie ou accident du travail, maladie professionnelle. Qu'on se comprenne bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore renchérir le coût du travail au même moment où le marché de l'emploi se retourne, au même moment où légitimement nos salariés nous demandent des augmentations de salaire, on va encore amputer nos marges de manœuvre, et alors qu'il faudrait tout au contraire libérer les énergies, donner aux entreprises la capacité d'investir sur la décarbonation, sur l'intelligence artificielle, sur la compétitivité. Donc nous, on n'accable pas le gouvernement, il n'a aucune marge de manœuvre, ni budgétaire, ni politique au Parlement. Mais tout ça, on va le payer très cher. On va le payer très cher. À ceux qui doutent que la politique de l'offre d'Emmanuel Macron ait produit des résultats, vous leur répondez quoi? Ceux qui contestent... Oui, ceux qui doutent qu'il y a eu des résultats alors qu'elle a coûté cher. Ah mais ce sont des bonimenteurs. Ce sont des bonimenteurs. Enfin, les chiffres sont les chiffres. Et d'ailleurs, nous, on est très soucieux au MEDEF, c'est vrai dans nos récentes propositions, de s'appuyer sur les analyses de l'OCDE, du FMI, d'Eurostat, de la Cour des comptes. Enfin voilà, ce ne sont pas les chiffres du MEDEF. Et donc, ces chiffres établissent que dans la première partie de la présidence Macron, on a rééquilibré les finances publiques, on a créé 2 millions d'emplois, on a renforcé l'attractivité de la France, etc., etc. Donc on peut tout faire dire aux chiffres, on peut tout faire dire à l'histoire, mais à un moment donné, c'est ça notre souci principal, il faut objectiver les débats et arrêter de se balancer à la figure de manière dogmatique et partisane des slogans et d'induire en erreur l'opinion publique. Est-ce que le Premier ministre vous a donné des garanties, des assurances ou sa parole qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts pour les entreprises en 2027 ? Alors, il n'a pas spécifié que ce serait pour les entreprises, mais il a bien annoncé à 2 reprises ou 3 reprises qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Bon, maintenant, on est un peu rodé, si je puis dire, et on connaît la subtilité de la terminologie de Bercy. C'est-à-dire que quand vous réduisez des crédits d'impôt ou ce qu'on appelle des dépenses fiscales, c'est-à-dire quand vous renchérissez les prélèvements obligatoires pour les entreprises, c'est pas une hausse en d'impôt. Première lecture, c'est pas une hausse d'impôt. Donc j'attends de voir, mais de manière assez méfiante. Ouais. Après, il y a cette charge financière de la dette aujourd'hui. C'est 77 milliards d'euros. C'est 12 milliards de plus selon la Cour des comptes. On est déjà étouffé par la dette aujourd'hui. C'est ce que dit la Cour des comptes. Bien sûr qu'on a étouffé par la dette et ça ira de mal en pis, bien sûr, on le sait. Parce qu'il faut renouveler cette dette qui, de surcroît, s'amplifie. 75 milliards d'euros de dette de plus sur le seul premier trimestre 2026. Donc, c'est inscrit. Et par comparaison, les frais financiers sur notre dette, c'est d'ores et déjà 4 fois le budget du travail. C'est 7 fois le budget de la justice. Donc, si on avait le moindre doute quant au fait qu'on s'étrangle, et en regard, quelles sont les économies que fait le gouvernement? Parce qu'il fait quelques économies, en dehors du fait qu'il surcharge encore les entreprises. Il fait des économies sur des dépenses d'avenir. L'apprentissage, le fonds vert, France 2030. Donc, sous la contrainte, j'insiste, ce gouvernement fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour assurer l'avenir du pays. Et pour vous, il faudrait faire quoi? J'ai vu passer une note comme quoi il faudrait réduire le nombre de fonctionnaires, demander aux retraités de faire un effort. Oui, alors... Là encore, on dit que ça a du mal à passer, ça passera jamais par l'Assemblée. Le MEDEF, donc, par définition, je ne pense que du bien, a une capacité unique à
produire des analyses et à produire des idées. Donc on a fait des propositions sur le financement de la protection sociale, on les évoquait tout à l'heure. On a fait des propositions pour les budgets 2027, mais au-delà, en enjambant l'élection présidentielle. Les voies de passage, elles existent. Quand on dit supprimer des emplois de fonctionnaires, il faut s'entendre, c'est ne pas renouveler les emplois de fonctionnaires partant en retraite. On peut prendre tous les chiffres, là aussi, on a proportionnellement à la population, en France, plus de fonctionnaires. On a plus de dépenses de fonctionnement de la fonction publique. On a en regard, et chaque jour un peu plus, et je m'en désole sincèrement, une efficacité, une efficience de nos services publics qui se dégrade. Donc ça n'est pas injurieux, ça n'est pas calomnieux, ça n'est pas violent que de dire, avec l'intelligence artificielle, avec cette démographie singulièrement sur les fonctions publiques, on peut réduire le nombre de fonctionnaires et en même temps améliorer l'efficacité des services publics. Et j'insiste sur un point. Non seulement nous n'aurions aucune objection, mais nous serions demandeurs à ce qu'on revalorise les salaires des fonctionnaires de première ligne, les enseignants. On a besoin d'enseignants de qualité et motivés. Les policiers et les gendarmes, les infirmiers et les aides-soignants. Donc il en faut moins, mais mieux rémunérés. Voilà, ce que d'autres pays ont fait très bien. Quant aux retraités, là aussi, il faut prendre... Vous demandez un gel des pensions. Mais on demande... Voire une sous-indexation pour les années suivantes. Mais d'abord, on demande, et je m'emploie à le faire, de crever une baudruche. Parce que, assez curieusement, et de bonne foi, beaucoup de nos concitoyens s'imaginent qu'en cotisant en retraite, ils payent leur propre retraite. Non. Ils payent la retraite des gens qui sont déjà à la retraite. Donc c'est pas très compliqué. En maintenant à ce niveau les pensions de retraite actuelles, on alourdit encore le coût du travail, on affecte le pouvoir d'achat des actifs, et on est dans un pays, c'est bien d'une certaine manière, mais où les retraités ont un niveau de vie comparable, voire légèrement supérieur à celui des actifs. À part qu'on a une démographie, là aussi, qui fait qu'il y aura de moins en moins d'actifs qui devront payer de plus en plus de retraites. À un moment donné, on touche aux limites de l'exercice, donc de manière factuelle, de manière objective, de manière constructive, et pour préparer l'avenir de nos jeunes, on demande qu'il y ait un rééquilibrage. Ouais, mais pour enrayer cet accroissement du déficit public, vous craignez que les patrons soient contraints, encore une fois, à remettre la main au portefeuille? Vous estimez, j'imagine que vous avez largement payé votre éco en 2025 et 2026? Bien sûr qu'on le craint. Bien sûr qu'on le craint, ce qui me fait tirer le signal d'alarme d'une certaine manière. Mais la surtaxe d'impôt sur les sociétés, c'est une aberration. Elle sera repoussée, elle continuera en 2027. Oui, alors ça pose deux problèmes. Vous ne faites pas trop d'illusions, non? On va se battre pour que ça n'advienne pas. C'est absurde cette mesure. On commence à en avoir la trace dans les créations d'emplois, dans l'investissement, et ça ruisselle, comme on dit, sur tout l'aval de ces entreprises qui sont concernées. Certains se disent que ça ne concerne que 400 entreprises. Donc Non, mais alors certains peuvent le dire, mais pas beaucoup d'ailleurs. Si vous regardez dans les rangs des chefs d'entreprise, y compris ceux très nombreux qui ne sont pas touchés directement par cette surtaxe d'IS, ils sont opposés parce qu'ils savent très bien que séance tenante, leur grand donneur d'ordre vont leur demander de baisser leur prix pour se refaire, entre guillemets, des 7,5 milliards d'euros qui leur ont été taxés. En plus, on a un taux d'impôt sur les sociétés maintenant, sur ces grandes entreprises, qui est à 35%. C'est un record mondial dans un monde ouvert et hyper compétitif. Et pardon d'être un peu long, ça pose un deuxième problème. C'est que quand l'État s'engage, que ce soit en matière fiscale, en matière de sécurité ou quoi que ce soit d'autre, il est quand même intéressant, il est nécessaire que la parole de l'État soit tenue par lui-même. Et donc, ça crée et vous la remettez en doute, vous la remettez en question, parce que les impôts de production ont commencé à baisser et puis ça s'est arrêté. Et puis la surtaxe d'impôt sur les sociétés, elle devait démarrer et être présente pour 1 an, et on est a priori peut-être en 3e année en 2027. Absolument. Absolument, mais je ne crois pas que les seules entreprises soient, émues que l'État ne tienne pas, en tout cas pas toujours sa parole. Nous, on est prêt à entendre beaucoup de choses, on est prêt à faire beaucoup de choses, mais il faut de la confiance. Et toutes les propositions que l'on fait, qui dans un premier temps peuvent être, j'allais dire, sensibles pour certaines catégories de contribuables, toutes les propositions que l'on fait, elles visent précisément à ça, à dire les choses, à refonder le système pour assurer sa pérennité. C'est quand même assez incroyable que dorénavant une grande majorité de Français considèrent qu'ils n'auront pas droit à des retraites. Et on leur demande pour autant de continuer à cotiser. Donc ça pose un problème civique donc très grave, de confiance dans notre avenir collectif. Mais certains disent que les entreprises doivent elles aussi contribuer peut-être un peu plus, comme peut-être des ménages aussi, à l'effort de redressement des comptes de la nation. Vous pouvez l'entendre ou vous vous dites non, vu la pression fiscale qu'ont les entreprises, c'est bon, on a payé notre éco? C'est quoi les entreprises?
Les entreprises, c'est pas une abstraction, ce sont des actionnaires, c'est vrai, ce sont des salariés, ce sont des fournisseurs et ce sont des clients, ce qu'on appelle dorénavant les parties prenantes et des territoires. Immanquablement, quand vous retirez de l'argent aux entreprises, eh bien, toutes les parties prenantes en souffrent. Dans le pays où les entreprises supportent le plus haut niveau de prélèvement obligatoire au monde, en termes de fiscalité, en termes de charges sociales, bien, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Mais on a d'ores et déjà la trace dans notre performance économique et sociale qu'on est au bout de l'exercice. Donc pour la symbolique des choses, si je dois dire oui, les entreprises sont prêtes à faire un effort supplémentaire, je ne serai pas responsable. Le vrai effort que doivent faire les entreprises, encore faut-il qu'on leur en laisse les moyens, c'est d'investir, c'est d'innover, c'est de créer des emplois, c'est d'assumer leurs responsabilités territoriales et c'est de revaloriser les salaires. Ça, c'est la fonction de l'entreprise. Si on appréhende l'entreprise uniquement comme un contributeur, ça n'ira pas. Et de garder aussi leurs salariés de plus de 55 ans. C'est important. Ou 55, 58, 60. Ah, mais non, mais c'est un excellent sujet. Le sujet. taux d'emploi des 60, 64 ans, on le sait, en France, est plus faible qu'ailleurs. Ah oui. Et alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vous rappelle, parce que vous le savez pertinemment, que sur la tranche 55-60 ans, où la France était très défaillante, par rapport en tout cas à la moyenne européenne, nous sommes dorénavant légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Ça tient à quoi? Ça tient en particulier aux réformes des retraites antérieures. Sur la tranche 60-65 ans, on est toujours très décroché par rapport à la moyenne européenne. Et on vient suspendre les réformes des retraites qui non seulement sont de nature, et il le faut, d'équilibrer dans la durée les finances des régimes de retraite, mais qui, de surcroît, augmenteraient le taux d'emploi, donc la richesse nationale. On fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Et les démagogues en jouent et en surjouent. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron vient de nous dire que son successeur devra reprendre le chantier de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous dites aux candidats qui vont faire campagne sur le retour de la retraite à 62 ans? Les Français sont favorables majoritairement à l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il faut essayer d'appréhender les choses avec nuance. Très majoritairement, les Français, et encore plus les jeunes, considèrent qu'ils n'auront pas de retraite. C'est quand même pas indifférent. Donc, faut pas faire prendre des vessies pour des lanternes à nos concitoyens. C'est évidemment très séduisant de dire on va renoncer à l'âge légal ou on va le ramener à 62, voire à 60 ans. Dont acte. Mais il faut aller au bout de la proposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des retraites beaucoup plus faibles. Et si on compense ça par une durée de cotisation accrue, il faut là aussi dire les choses. Ça va durement pénaliser toutes les personnes qui ont des carrières hachées, dont principalement les femmes. Ouais. Après, c'est un choix collectif. Si ceux et celles qui ont des carrières hachées, dont les femmes, considèrent qu'elles pourront cotiser pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans sans coup férir, ok, allons-y. Après, quand on voit en 2030 le déficit du système des retraites, il sera de 7 milliards d'euros, Patrick Martin. Dernière projection du corps, Conseil d'orientation des retraites. On se dit qu'il n'y a pas le feu au lac, c'est gérable, non? 7 milliards d'euros à horizon 2030. Oui, mais après, c'est exponentiel. Oui, jusqu'en 2070. Je suis désolé, en 2070, vous serez encore là, moi pas. Et ça ne prend pas en compte les déficits abyssaux des retraites publiques. Oui. Je le glisse. Ils ne sont pas réintégrés. Alors, on en est arrivé à un stade assez dément où on considère que 7,5 milliards de déficit, ça n'est pas grave. Enfin, on sait compter, 7,5 milliards, c'est énorme. Mais surtout, c'est 7,5 milliards qui viendraient creuser encore nos déficits et notre dette. À un moment donné, étant rappelé que la France est au niveau européen le pays qui a le deuxième plus gros déficit, elle est au 3e rang sur sa dette, que notre dette, contrairement à celle des Italiens par exemple, est majoritairement détenue par des créanciers étrangers, oui. On s'expose. Moi, je suis pas, comment dire, demandeur de toute façon, et ni même convaincu que le FMI va débarouler. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que si le FMI débaroule, ou si la Banque Centrale Européenne, ou si nos associés au sein de l'Union Européenne nous rappellent au règlement, ça sera autrement plus douloureux que les quelques mesures de salubrité que le MEDEF propose. Patrick Martin, la CPME vient de se rebaptiser les entrepreneurs. Ça vous agace ? Je crois que ça doit être acté lors d'une assemblée générale à l'automne prochain. Non, ça ne m'agace pas. Moi, si vous voulez, dans la responsabilité singulière qui est la sienne, de première organisation patronale, et a fortiori au regard des circonstances assez exigeantes qu'on vient d'évoquer, moi, mon enjeu, c'est de maintenir l'unité patronale.
Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Donc je n'imagine pas un instant que la CPME ou les entrepreneurs ou leurs présidents privilégient une rivalité entre organisations patronales, alors qu'au contraire, il nous faut faire face collectivement à tous ces grands défis qu'on a devant nous, y compris sur le plan politique. Patrick Martin, vous allez sortir un livre à la rentrée au titre évocateur « Génération empêchée », celle de notre jeunesse. Pour vous, il faut que ce soit un sujet prioritaire pour 2027. Bien sûr. Alors qu'on ne se méprenne pas, on vient d'évoquer les seniors, il faut continuer à cheminer, je dirais, pour garantir les retraites. Mais en comparaison, il y a un angle mort que je ne m'explique pas dans le débat et dans les politiques publiques français, c'est qu'on ne parle pas des jeunes. Je rappelle juste quelques chiffres. Taux de chômage des jeunes en France, 22%. Ouais. En Suisse, 7 fois moins, 3,2%. Taux d'emploi des jeunes, et ça embarque beaucoup de sujets, dont le financement de la protection sociale. Taux d'emploi des jeunes, 35%. En Allemagne, 51%. Aux Pays-Bas, 75%. Et donc, c'est à la fois désespérant pour les jeunes, singulièrement pour le 1,4 million NEETs, sans emploi, sans formation et qui ne sont pas en études, mais ça pose des problèmes de production, ça pose des problèmes, je le redis, d'équilibre de nos finances publiques, de nos régimes sociaux singulièrement, ça pose des problèmes d'équilibre territoriaux, ça pose des problèmes de tension de recrutement pour nos entreprises, ça pose surtout des problèmes d'épanouissement, de perspective pour les jeunes. Donc moi j'ai fait pour le MEDEF de la jeunesse la première priorité, et on ne lâchera rien dans le débat à la place qui est la nôtre pour que cette priorité du MEDEF devienne la grande cause de la nation. Allez, merci à vous, Patrick Martin, donc le président du MEDEF, pour cet entretien. Nous sommes aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes, 26e édition. Merci à vous, Patrick Martin. Merci. Et pourvu que ça dure, c'est aussi du replay sur Public Sénat. À très vite.